L'envers de l'affaire. Plongé au cœur de la mécanique du crime. L'envers de l'affaire, saison 39. Le mystère de la chambre 348, la mort impossible, de Greg Flanagan. Épisode 1. Beaumont, au cœur du Texas pétrolier. 15 septembre 2010. À l'est du Texas, l'Interstate 10 traverse un paysage dominé par les raffineries, les torchères et les immenses installations pétrochimiques du golfe du Mexique. Entre Beaumont, Port-Arthur et Orange, des milliers d'ouvriers, d'ingénieurs, de techniciens et de commerciaux circulent chaque semaine d'un chantier à l'autre. Beaucoup passent leur soirée dans les hôtels qui bordent l'autoroute avant de reprendre la route à l'aube. Le MCM Elegante Hotel est l'un de ces établissements. Un vaste hôtel de conférence où les voyageurs de passage se succèdent sans vraiment se connaître. Ce mercredi 15 septembre 2010, Greg Flanagan arrive une nouvelle fois à Beaumont. Âgé de 55 ans, il travaille comme landman dans l'industrie pétrolière et gazière. Vice-président de l'OGM Land Company, une société qu'il dirige avec son frère, il passe une grande partie de sa semaine sur les routes à négocier des droits d'exploitation, rencontrer des propriétaires fonciers et représenter son entreprise. Comme souvent, il quittera la Louisiane en début de semaine avant de rentrer chez lui le week-end. À Lafayette, son épouse Suzy poursuit sa soirée. Après 15 années de mariage, ces déplacements professionnels font partie de leur quotidien. Malgré la distance, ils restent très proches et s'appellent plusieurs fois par jour. Ce soir-là, Suzy prépare sa déclaration d'impôt sur son ordinateur. Peu après 19h, elle envoie un courriel à Greg pour lui dire que tout avance bien. Pour Greg, la soirée suit une routine parfaitement habituelle. Il récupère un exemplaire du film Iron Man 2, achète du popcorn et une barre chocolatée, puis rejoint la chambre 348, située au 3e étage de l'aile Cabana, avec vue sur la piscine extérieure. Ceux qui le connaissent décrivent un homme d'habitude. Lorsqu'il voyage, il ne fréquente presque jamais les bars. Il préfère regarder un film, fumer quelques cigarettes et se reposer avant une nouvelle journée de travail. Au fil de la soirée, Suzy attend comme toujours l'appel de son mari. Le téléphone ne sonne jamais. Elle pense d'abord qu'il est fatigué ou occupé. Rien d'alarmant. Elle finit par se coucher. Le lendemain matin, Greg ne répond toujours pas. Les appels restent sans réponse. Vers 10h, Suzy contacte le bureau de son mari. Elle découvre que ses collègues sont eux aussi inquiets. Greg ne s'est pas présenté à son rendez-vous professionnel et personne n'arrive à le joindre. 2 collègues décident alors de se rendre au MCM Elegante Hotel. En arrivant, ils aperçoivent immédiatement le pick-up de Greg, toujours stationné sur le parking. Ils montent jusqu'à la chambre 348, frappent à plusieurs reprises. Silence. Avec l'aide du directeur de l'hôtel, ils ouvrent finalement la porte. La chambre est plongée dans l'obscurité, les rideaux sont tirés. Entre le lit et la porte d'entrée, Greg Flanagan est allongé face contre le sol. À cet instant, personne ne sait encore que cette découverte va devenir l'une des enquêtes criminelles les plus déroutantes de l'histoire récente du Texas. L'envers de l'affaire. Plongé au cœur de la mécanique du crime.
Épisode 2. Le mystérieux cadavre de la chambre 348. Lorsque la porte de la chambre 348 s'ouvre enfin, personne ne s'attend à ce qu'il attend derrière. La pièce est plongée dans une pénombre inhabituelle. Les lourds rideaux sont entièrement tirés, empêchant la lumière du matin de pénétrer dans la chambre. L'air est chaud, presque étouffant, malgré la chaleur déjà présente à Beaumont en ce mois de septembre. Greg Fleniken repose face contre le sol, entre le lit et la porte d'entrée. Son corps est froid. Il porte simplement un t-shirt et un short de pyjama. Dans sa main gauche, une cigarette s'est consumée presque entièrement jusqu'au filtre, comme si le temps s'était brusquement arrêté. Plus les policiers observent la scène, plus un sentiment étrange s'installe. Rien ne ressemble à une scène de crime. Le lit est presque intact. Les oreillers sont encore calés contre la tête de lit, laissant penser que Greg regardait tranquillement la télévision quelques instants auparavant. Sur une serviette soigneusement étalée, repose son téléphone portable, un cendrier et une barre chocolatée à moitié mangée. Aucun meuble n'est renversé, aucune vitre n'est brisée, aucun objet ne manque. La porte du balcon est légèrement entr'ouverte, mais les fenêtres sont intactes. La porte d'entrée était verrouillée de l'intérieur. Pour pénétrer dans la chambre, le personnel de l'hôtel a dû utiliser une méthode permettant de déverrouiller le verrou de sécurité depuis l'extérieur. Le portefeuille de Greg est toujours là, avec plusieurs billets de $100 à l'intérieur. Son ordinateur portable n'a pas disparu. La piste du vol est immédiatement abandonnée. Les enquêteurs interrogent les occupants des chambres voisines. Personne n'a entendu de dispute. Personne n'a entendu de cris. Personne ne signale le moindre bruit pouvant évoquer une agression. Les bagages de Greg sont également inspectés. Aucun médicament particulier. Aucune substance suspecte. Aucun élément permettant d'expliquer son décès. Les collègues de Greg précisent simplement qu'il fumait beaucoup et qu'il ne menait pas une vie particulièrement sportive. À ce stade, les policiers privilégient donc une hypothèse relativement classique. Ils pensent qu'un événement médical brutal, un infarctus, un arrêt cardiaque ou un accident vasculaire cérébral a pu provoquer son effondrement. Lorsque les autres clients de l'hôtel demandent ce qui s'est passé, les enquêteurs parlent d'un décès qui semble, en apparence, naturel. Mais cette impression ne survivra pas longtemps. Le lendemain, le corps est confié au docteur Tommy Brown, médecin légiste du comté de Jefferson, reconnu pour sa rigueur et sa prudence. Son examen va faire basculer l'affaire. En quelques heures, la chambre 348 cessera d'être le lieu d'un décès inexpliqué. Elle deviendra officiellement la scène d'un homicide. Et plus personne ne comprendra comment un homme a pu être assassiné dans une chambre verrouillée, sans armes, sans témoins, sans lutte apparente, et presque sans laisser de traces. Le lendemain de la découverte du corps, Greg Fleniken est conduit à l'Institut médico-légal du comté de Jefferson. L'autopsie est confiée au docteur Tommy Brown, un médecin légiste expérimenté dont la réputation dépasse largement Beaumont. Les policiers le connaissent comme un expert méthodique, prudent et peu enclin aux conclusions hâtives. Au départ, rien ne laisse présager ce qu'il va découvrir. L'examen externe commence.
Sur la joue de Greg, le médecin observe une légère abrasion. Une blessure mineure, parfaitement compatible avec une chute sur la moquette au moment de l'effondrement. Puis, son attention est attirée par un second détail. Au niveau du scrotum apparaît une petite déchirure verticale, à peine plus d'1 centimètre de long. À première vue, cette blessure paraît superficielle. Pourtant, les tissus qui l'entourent sont fortement gonflés et présentent un important hématome. Tommy Brown poursuit alors l'autopsie. Et tout change. En ouvrant la cavité abdominale, il découvre une importante hémorragie interne. Le foie est profondément déchiré. Les intestins sont perforés à plusieurs endroits. L'estomac présente d'importantes contusions. 2 côtes sont fracturées. Enfin, le cœur révèle une perforation de l'oreillette droite. Le médecin reste stupéfait. De telles lésions sont habituellement observées après un accident de voiture à grande vitesse, l'écrasement par un objet extrêmement lourd ou un choc d'une violence exceptionnelle. Or, Greg a été retrouvé seul, dans une chambre d'hôtel parfaitement calme. Tommy Brown cherche alors une explication. La petite plaie observée au niveau de l'aine lui paraît compatible avec un coup extrêmement violent, peut-être porté avec une lourde chaussure de sécurité. Les importantes lésions internes renforcent cette idée. Son diagnostic est donc clair. Greg Fleniken est mort des suites d'un traumatisme contondant majeur. Autrement dit, quelqu'un l'aurait violemment frappé ou écrasé. Dans son rapport officiel, la mention inscrite à la rubrique « Mode de décès » est sans ambiguïté. Homicide. Lorsque ces conclusions arrivent sur le bureau du détective Scott Apple, l'enquête change complètement de dimension. Quelques heures auparavant, il pensait traiter un simple décès naturel. Désormais, il dirige une enquête pour meurtre. Mais un problème majeur apparaît immédiatement. Où se trouve la scène de violence ? La chambre 348 ne montre aucune trace de lutte. Aucun meuble renversé. Aucune projection de sang. Aucune arme. Aucun signe d'effraction. Même les voisins affirment n'avoir entendu ni dispute, ni cris, ni bruit suspect. Scott Apple revient alors sur toutes les hypothèses possibles. Greg a-t-il été agressé dans le couloir avant de regagner sa chambre ? A-t-il été attaqué ailleurs dans l'hôtel ? Quelqu'un l'a-t-il ramené dans sa chambre après les faits ? Mais chacune de ces théories se heurte aux mêmes contradictions. Aucune trace de déplacement. Aucun témoin. Aucune caméra montrant une altercation. Plus l'enquête avance, plus le mystère s'épaissit. Les policiers savent désormais qu'ils recherchent un meurtrier. Le problème, c'est qu'ils ne comprennent toujours pas comment le crime a pu être commis. L'envers de l'affaire. Plongé au cœur de la mécanique du crime.